Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache derrière les coulisses des conflits armés en RDC? Aujourd'hui, plongeons dans les origines mystérieuses et les ramifications déconcertantes du conflit entre les Rwandais et la République démocratique du Congo. Une saga impliquant des acteurs clés et des enjeux géopolitiques majeurs. Attachez vos ceintures car nous nous apprêtons à explorer un monde des tensions, des luttes, des pouvoirs et dangers incommensurables. Et un seul nom nous intéresse dans tout ça, il s'agit du M23. Nous sommes en juin 2003. La deuxième guerre du Congo allant de 1998 à 2003, un conflit militaire impliquant plusieurs pays africains et une trentaine de groupes armés sur les territoires de la RDC, prend officiellement fin avec la mise en place d'un gouvernement de transition. Ce gouvernement est dirigé par Joseph Kabila, fils de Mzee Laurent Désiré Kabila, arrivé au pouvoir en 2001 suite à l'assassinat de son père. Il est désigné par l'entourage de ces derniers pour tenir la présidence de la République démocratique du Congo. À la tête du pays, Joseph Kabila commet une énorme erreur. Il a décidé d'inclure dans son nouveau gouvernement plusieurs leaders des principaux groupes rebelles, et ces leaders faisaient généralement partie de l'ethnie Tutsi. Il établit immédiatement une nouvelle force armée nationale dénommée les Forces armées de la République démocratique du Congo appelées FARDC, intégrant ainsi les combattants des groupes armés précédents. Parmi les leaders des groupes armés inclus dans ce nouveau gouvernement de transition, on trouve un certain monsieur appelé Laurent Nkunda, intégré dans l'armée congolaise avec les grades de colonel. Laurent Nkunda, fils d'agriculteur Tutsi, venu du Rwanda au XIXe siècle, est un militaire congolais, rebelle et officier de l'armée régulière appartenant à l'ethnie Tutsi. Les Tutsis, tout comme les Hutus, font partie des populations Banyarwanda et Barundi et résidant au Rwanda et au Burundi. Pendant la guerre du Kivu, Laurent Nkunda faisait partie d'un groupe dénommé RCD Goma, soutenu par les Rwandais, qu'il a rejoint en 1988. La RCD fut portée par les Rwandais et fut l'un des acteurs majeurs de la deuxième guerre du Congo. Ayant les grades de général, rapidement, Laurent Nkunda repart en rébellion avec des troupes du RCD dans les forêts du Masisi, territoire du Nord Kivu, qui est d'ailleurs frontalier avec le Rwanda. Il lance ainsi un mouvement de rébellion, le Congrès national pour la défense du peuple, CNDP. Ce mouvement armé vise à renverser le gouvernement du président actuel Joseph Kabila, qu'il accuse d'être corrompu et incompétent. We need continued support from the United States in order to achieve these two remaining goals. Un an plus tard, en 2004, les forces de Laurent Nkunda reviennent au pays, dans la région du Sud Kivu, et déclarent la guerre aux forces armées congolaises, les FARDC. Ils occupent la ville de Bukavu, où ils se rendent coupables de divers crimes de guerre. Nkunda déclare que les FARDC ont failli effectuer un génocide contre les Tutsis de la région et qu'ils tentaient de les prévenir. Un argument qui a été rejeté un peu plus tard par la MONUSCO. La question à se poser est de savoir pourquoi Laurent Nkunda avait décidé de repartir en rébellion or qu'il était promu général en 2004 par le gouvernement congolais. Plusieurs raisons ont motivé ces actes. Tout part par les conflits des Tutsis et des Hutus. Et il faudrait savoir que Laurent Nkunda est un Tutsi. Et depuis le génocide des Tutsis en 1994, entre les Tutsis et les Hutus, il n'y a pas de bonnes relations. Nkunda a alors accusé le gouvernement de discrimination contre ses frères Tutsis du Congo. Selon lui, le gouvernement congolais appuie les forces rebelles Hutus, les forces démocrates de la libération du Rwanda, FDLR, une milice née à la suite du génocide de 1994 et active au Congo. You cannot destroy what's not there. There is no life for Congolese. There is no life. As if I can compare Congo with other countries. There is no life. Les généraux dissidents se sentaient donc obligés de combattre tant que ces mouvements Hutus déstabiliseraient son pays. Suite à des discussions avec les Nations Unies, les troupes d'Nkunda se retirent de Bukavu et se replient dans les forêts du Masisi. Et plus de 150 000 rwandophones, dont Laurent Nkunda,
ont fui le Sud Kivu pour le Nord Kivu par la crainte des représailles de l'armée congolaise, d'après les observateurs. Un an plus tard, en 2005, Laurent Nkunda revient et appelle à la dissolution du gouvernement de transition dirigé par Joseph Kabila, qu'il accuse de corruption. De plus en plus, plusieurs soldats de l'armée régulière, les FARDC, qui étaient d'anciens combattants du RCD et qui ont été intégrés dans l'armée congolaise, ont décidé de retourner dans les groupes rebelles RCD de Nkunda et viennent renforcer ses rangs. Laurent Nkunda a vu ainsi sa troupe s'accroître. À cette époque, ses forces comptent environ 3000 soldats. Ayant quand même une armée solide, en janvier 2006, les troupes de Nkunda affrontent l'armée congolaise, puis de nouveau en août 2006 aux environs de Sake, qui est une localité du territoire de Masisi dans la province du Nord Kivu. Cette bataille cause la fuite de 15 000 à 20 000 personnes de cette région. Une demande d'extradition internationale est alors émise à l'encontre de Laurent Nkunda. Cependant, la MONUSCO rejette l'idée de les capturer, affirmant que M. Laurent Nkunda ne constitue pas un danger pour les habitants locaux et donc nous ne pouvons justifier aucune intervention contre lui. Jusqu'en juin 2006, néanmoins, le Conseil de sécurité des Nations Unies impose des délimitations en Nkunda. Toujours en 2006, c'est l'élection présidentielle, lesquelles élections fait l'objet de plusieurs contestations et violences. Nkunda déclare qu'il respecterait les résultats des urnes. Cette élection a été remportée par Joseph Kabila avec 7 590 485 000 voix, soit environ 44,81% au premier tour. Le 25 novembre 2006, soit un jour avant que la Cour suprême de la RDC confirme la victoire de Joseph Kabila au second tour de l'élection présidentielle, les forces d'Nkunda lancent une offensive majeure contre les 11e brigades des troupes gouvernementales à Sake, affrontant également des troupes de la MONUSCO. L'attaque pourrait ne pas être liée au résultat de l'élection, mais plutôt au massacre d'un Tutsi proche de l'un des commandants du groupe. Suite à cette tension entre le gouvernement congolais et les groupes rebelles, les Nations Unies appellent le gouvernement à négocier avec Nkunda. Le ministre de l'Intérieur, le général Denis Kalume, est alors envoyé dans l'est du pays pour entamer des négociations. En décembre 2007, l'armée congolaise tue 150 rebelles lors d'une attaque au Nord Kivu. Le gouvernement régulier tente alors de diminuer la menace que constituait la présence de Laurent Nkunda en essayant d'intégrer davantage ses troupes au sein des FARDC. L'armée congolaise est en un processus appelé brassage. En janvier et août 2007, Nkunda contrôlait désormais 5 brigades plutôt que 2. Mais comment parvient-il à les gérer? Qui lui finance? Cela reste à vérifier. C'est pourquoi la BBC accuse Laurent Nkunda de recevoir l'aide du Rwanda. Au cours des négociations entre Nkunda et le gouvernement pour intégrer ses troupes, Nkunda garde le contrôle de plusieurs unités qui continuent à lui obéir après l'échec des négociations. Et ce n'est que le 5 septembre 2007, après l'annonce par les forces des FARDC de la mort des 80 hommes de Nkunda à la suite d'un raid, Nkunda appelle le gouvernement à revenir vers les termes d'un accord de paix. Selon lui, c'est la partie gouvernementale qui a brisé le processus de paix et il demande au gouvernement de réintégrer le processus de paix. Le gouvernement congolais fixe alors au 15 octobre 2007 une échéance pour le désarmement des troupes de Nkunda. Face à l'inaction de ces derniers, les FARDC se dirigent vers les bastions principaux de Nkunda à Kichanga. Une foule de civils s'échappe des affrontements entre les forces de Nkunda et les Mai Mai, qui sont des pro-gouvernementaux de Bunagana, pour se rendre à Rutshuru après plusieurs jours de marche.
Des rapports font état des combats entre les troupes gouvernementales et celles d'Nkunda près de Bukima à proximité de Bunagana, ainsi que des déplacements des civils vers l'Ouganda. Le nombre total des personnes déplacées depuis le début de l'année est estimé à plus de 370 000. Nkunda annonce le 14 décembre qu'il est prêt à ouvrir des pourparlers de paix. Le gouvernement répond positivement et après un report, les pourparlers s'ouvrent le 6 janvier 2008 à la conférence de Goma. Les pourparlers entre le gouvernement congolais et les groupes rebelles se déroulent jusqu'au 21 janvier 2008 et un accord est presque trouvé. Le traité de paix est finalement signé le 23 janvier et inclut une déclaration de cessez-le-feu immédiat, un retrait du Nord Kivu des troupes d'Nkunda, le retour au village des milliers de civils et l'immunité des forces d'Nkunda. Ce qui est étrange est que ni le gouvernement rwandais, ni les représentants du Front démocratique de libération du Rwanda, FDLR, n'ont pris part aux pourparlers au cours desquels l'accord de paix a été négocié. Le gouvernement rwandais, dominé par les Tutsis, avait envahi à 2 reprises la République démocratique du Congo, affirmant qu'il tentait d'empêcher les rebelles Hutus d'attaquer son territoire. Le général Nkunda a toujours nié les accusations selon lesquelles il travaillerait pour le Rwanda. L'accord auquel participent une vingtaine de groupes armés vise à mettre fin à des mois de conflits sanglants dans l'est de la RDC qui a chassé près de 500 000 personnes de leur foyer. Malgré que les gouvernements de la RDC et divers groupes armés de la province du Nord Kivu, chroniquement instables, ont signé un cessez-le-feu en janvier, la trêve a été violée à plusieurs reprises et le nombre de civils déplacés dans la province a augmenté. Le 28 octobre, la ville de Rutshuru est menacée par les rebelles. Goma est également assiégée et attaquée, ce qui motive une intervention d'hélicoptères de la MONUC contre les rebelles. La ville est cependant abandonnée par les troupes gouvernementales le 29 octobre. À la suite d'un retournement d'alliance, les gouvernements rwandais et congolais lancent une opération militaire combinée le 22 janvier 2009. Menant ainsi à l'arrestation de Laurent Nkunda au Rwanda le 22 janvier au soir. Le chef de la rébellion Tutsi, qui faisait régner depuis octobre 2004 la terreur au Nord Kivu, dans l'est de la RDC, a été capturé jeudi soir au Rwanda après avoir tenté de résister aux forces rwandaises et congolaises. Initialement, Kigali et Kinshasa intervenaient dans le cadre d'une opération conduite contre les FDLR, retranchés dans l'est de la RDC. Un porte-parole de l'armée rwandaise, Jules Rutaremara, a lui aussi précisé que Nkunda était détenu dans la localité de Gisenyi par les autorités rwandaises. L'un des collaborateurs proches de Nkunda, Jean-Désiré Mwiti, a de son côté contesté les circonstances de son arrestation, expliquant que le chef des rebelles s'était rendu jeudi soir au Rwanda après y avoir été appelé pour des consultations. À Kinshasa, le gouvernement du président Joseph Kabila s'est félicité de cette arrestation et a réclamé l'extradition de Nkunda vers la RDC, demandant ainsi au gouvernement rwandais de respecter les droits internationaux et d'extrader le général Nkunda vers le Congo. Les différents chefs militaires du CNDP avaient rompu ainsi avec Laurent Nkunda. Et enfin, le 23 mars 2009, le CNDP signe un traité de paix avec le gouvernement congolais. Mais malheureusement, cette paix sera éphémère et ne va durer que quelques temps. L'accord a été signé en présence de l'ex-président nigérian Olusegun Obasanjo ainsi que les représentants des missions des Nations Unies en RDC. Ces jours-là, Désiré Kamanzi représentait le CNDP et les ministres congolais de la coopération internationale et régionale, Raymond Tshibanda, était également sur place. Et un traité de paix a été signé, mettant temporairement fin aux atrocités. Après un certain temps, les CNDP accusent le gouvernement congolais de n'avoir pas respecté les modalités de l'accord signé le 23 mars 2009. Ils repartent encore en rébellion et ainsi se crée le mouvement du 23 mars, connu aujourd'hui sous le nom de M23, nom provenant bien évidemment des accords du 23 mars 2009. C'est ainsi que naquit le M23
composée d'ex-rebelles du CNDP. Alors, la question est de savoir quels sont les accords qui ont été signés entre les deux partis et dont le gouvernement congolais n'a pas respecté les modalités. Voici quelques articles qui contenaient cet accord. À l'article 1, on voit clairement que le CNDP confirme le caractère irréversible de sa décision de mettre fin à son existence comme mouvement politico-militaire et il s'engage à intégrer ses éléments de police et ses unités armées respectivement dans la police nationale congolaise et les FARDC, à se muer en parti politique et à remplir les formalités légalement requises à cette fin, à poursuivre dorénavant la quête des solutions et à ses préoccupations par des voies strictement politiques et dans le respect de l'ordre institutionnel et des lois de la République. Le gouvernement s'engageait à son tour à traiter avec célérité la demande d'agrément du CNDP comme parti politique. À l'article 2, les CNDP s'engageaient à produire dans les plus brefs délais la liste réactualisée de ses membres prisonniers politiques. Conformément aux actes d'engagement de Goma, le gouvernement s'engageait à son tour à procéder à la libération de ses prisonniers. Le gouvernement s'engageait aussi à assurer leur répatriement dans leur lieu d'habitation. À l'article 3, en vue de faciliter la réconciliation nationale, le gouvernement s'engageait à promulguer une loi d'amnistie couvrant la période allant de juin 2003 à la date de sa promulgation, et ce, conformément au droit international. À l'article 4, les partis s'engageaient à entretenir une dynamique de réconciliation, de pacification du cœur et des esprits, ainsi que de bonnes cohabitations intercommunautaires en tant qu'exigence primordiale de bonne gouvernance. Dans cette optique, les partis conviennent de la création d'un mécanisme national chargé de définir et de conduire la politique de réconciliation entre les Congolaises et Congolais et de lutter contre la xénophobie. À l'article 5, le gouvernement s'engageait à mettre en place des comités locaux permanents de conciliation révélant de l'autorité civile locale et composés notamment des sages locaux, hommes et femmes, pour pallier la carence en matière de prévention et de résolution extrajudiciaire de conflits. À l'article 6, les deux parties conviennent que vivre en paix dans son pays et jouir pleinement de sa citoyenneté sont des droits indispensables de tout Congolais. De ces faits, le retour rapide des personnes déplacées et des réfugiés congolais encore présents dans les pays voisins vers le milieu d'origine est une nécessité. À l'article 7, du fait des guerres récurrentes qui ont entraîné la destruction des infrastructures de base, des habitations, des champs, des plantations et du bétail, et tant d'autres, les partis recommandent qu'ils soient déclarées zones sinistrées les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. À l'article 12, on peut lire que le gouvernement s'engageait à apporter une solution politique au problème de la réinsertion professionnelle des cadres administratifs ayant adhéré au CNDP, sans préjudice, pour autant, des tests légaux en vigueur. C'est un peu ça les lignes des accords qui ont été signés le 23 mars 2009 entre le gouvernement congolais et les CNDP. Si vous voulez lire tous les articles, je vous ai laissé un lien dans la description. N'hésitez pas à aller les consulter. Et ce sont les modalités de cet accord qui, selon les M23, n'ont pas été respectées par le gouvernement congolais. L'ONU affirme avoir des preuves, affirmant que cette rébellion en RDC est alimentée par des recrues et soutenue par le Rwanda voisin. Le ministre rwandais des Affaires étrangères a déclaré à la BBC que le rapport de l'ONU était constitué de mensonges catégoriques, affirmant que la mission de l'ONU en République démocratique du Congo ment. Elle n'a rien vérifié. Elle répète les affirmations et les rumeurs que nous, le gouvernement rwandais, avons entendues au cours des dernières semaines. Qu'est-ce que le Rwanda gagnerait à créer de l'instabilité autour de ses frontières? Avait déclaré le ministre des Affaires étrangères Louis Mushikwabo au programme Network Africa de la BBC. Les rapports de l'ONU indiquent que certains des dirigeants de la mutinerie sont d'anciens officiers rebelles Tutsis qui avaient des liens avec le Rwanda, dont le gouvernement est dominé par l'ethnie Tutsi, tout en affirmant que les déserteurs étaient les ressortissants rwandais recrutés au Rwanda sous prétexte de rejoindre l'armée rwandaise. Ils ont reçu des armes et une formation, puis envoyés en République démocratique du Congo. Le 6 juillet 2012, le M23 a attaqué la ville de Bunagana.
Près de 600 membres des troupes ont fui la frontière et ont couru vers l'Ouganda. Les rebelles annonçaient la fin de l'offensive si le gouvernement acceptait d'engager des pourparlers de paix avec eux. La situation sécuritaire dans l'est du Congo se détériore rapidement. Le 21 juillet 2012, le gouvernement des États-Unis annonce la diminution de son aide militaire pour le Rwanda. Les rapporteurs des crimes de guerre des États-Unis, Stephen Rapp, signalent que les autorités rwandaises seront inculpées de soutien et incitation à des crimes de guerre. Car d'après le droit international, il y a une limite au-delà de laquelle on peut être rendu responsable d'avoir aidé un groupe à commettre des atrocités. Malgré les mises en cause d'utilisation du conflit à des fins de profits économiques via l'exploitation illégale du coltan, le Rwanda a nié les rapports des experts des Nations Unies et des groupes de défense des droits de l'homme selon lesquels il soutiendrait les rebelles dans le groupe M23. Après une trêve de plusieurs mois, les combats reprennent et le 20 novembre, les rebelles du M23 prennent le contrôle de Goma et de ses alentours après près de 5 jours de combat. Les rebelles demandent une négociation directe avec le président Joseph Kabila pour établir la paix en RDC ou signer un nouvel accord. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé le 28 mars 2013 par la résolution 2098 la création d'une brigade d'intervention au sein de la MONUSCO chargée de mener des opérations offensives ciblées contre les groupes d'insurgés dans l'est de la RDC. Cette brigade d'intervention a un effectif autorisé de 3069 casques bleus provenant d'Afrique du Sud, de la Tanzanie et du Malawi. Elle établit une zone de sécurité à Goma et dans les localités situées au nord de la ville. Dans la nuit du 4 au 5 novembre 2013, l'armée congolaise chasse les combattants du M23 au nombre de 400 à 450. Les pertes, selon l'armée congolaise, est de 290 morts dans les rangs du M23. Ce n'est que le 5 novembre que le M23 déclare qu'elle dépose les armes et 2 jours plus tard, environ 1600 membres du M23 se rendent aux autorités de l'Ouganda. Après l'échec de l'élaboration d'un premier document commun sur un accord début novembre, la RDC de Joseph Kabila Kabange et les M23 signent le 12 décembre à Nairobi un nouvel accord de paix qui confirme la dissolution du M23, définit les modalités de la démobilisation et conditionne à l'abandon de la violence et la reconnaissance des droits de ses membres. Mais cet accord est très dangereuse car elle va en quelque sorte hypothéquer la RDC aux rebelles. Voici le contenu de ce nouvel accord qui serait encore à la base des atrocités qu'il y a encore aujourd'hui en RDC. Alors voici l'accord que le gouvernement avait signé avec le M23 pour avoir la paix. Alors, nous allons vous lire quelques articles, pas le tout, parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais c'est à vous de tirer des conclusions et de comprendre. Je n'accuse personne. Je suis juste en train de donner les articles. Alors, on y va. Article 1er. La RDC cède 43% des postes de commandement militaire au Nord Kivu et 39% des postes de commandement militaire au Sud Kivu à la seule communauté Tutsi. Article 1er. Article 2. Il y a une création d'une nouvelle police des frontières qui sera sous le commandement du M23 pour protéger tous les Tutsis. En fait, protéger les Tutsis. Une police des frontières est créée. Ok. Article 3. Nous décrétons les parties est de la RDC. Quand on parle de partie est de la RDC, c'est-à-dire les Nord Kivu, les Sud Kivu, l'Ituri, les Haut-Ouélé, les Maniema et les Tanganyika. Nous décrétons que toute cette partie-là va s'appeler maintenant une zone sinistrée qui doit bénéficier d'un statut d'administration particulière, d'une autonomie financière et d'un concept sécuritaire particulière sous la gestion du M23, c'est-à-dire Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Haut-Ouélé, Maniema et Tanganyika était une zone sinistrée qui sera gérée maintenant par les M23. Voilà, ça je pense que vous êtes en train de très bien suivre. Article 4, les M23 donnent
les administrateurs de territoire. Les administrateurs de territoire et leurs adjoints. Les M23 donnent les maires des villes et leurs adjoints. Et les M23 donnent les bourgmestres et leurs adjoints de toute cette zone sinistrée. Vous connaissez maintenant de quoi, quand on parle de la zone sinistrée, vous comprenez maintenant il s'agit de quelle zone. Les directeurs des régies financiers et ses chefs de division, donc finance, budget, plan, aménagement du territoire et économie. Les M23, c'est les M23 qui donnent tout ce genre. Article 5. Les M23 nomment les responsables provinciaux, la sécurité. Donc, tous les responsables provinciaux qui sont chargés de la sécurité, tous, ils devraient venir du M23. Ou alors c'est le M23 qui devrait les nommer. Vous comprenez déjà que la zone sinistrée, ZS, était déjà devenue un État dans un État, dirigé par le M23. Je n'accuse personne, je suis juste en train de vous lire ce qui s'était passé. Je saute quelques articles. Je suis à l'article 6. La réalisation de points d'accord relatifs à la réconciliation, à la cohabitation pacifique, à la cohésion sociale dans la zone sinistrée se fera par le M23. C'est-à-dire ceux qui vont s'occuper de la réconciliation du peuple, de Tutsis et les autres, pour qu'il n'y ait plus de conflits. C'est le M23 qui va s'en occuper pour amener la réconciliation. D'accord, je pense qu'on est clair. Hein? Article 7. Intégrer les M23, vous devez intégrer les M23 dans la gestion des institutions. Il devrait donc intégrer la présidence, la primature et le parlement ainsi que nos cours et tribunaux. Les M23 doit intégrer tout cela. Je vais vite. Je saute à l'article 16. Reconnaître formellement les grades militaires et policiers du M23. Donc, tels qu'ils sont venus avec leurs grades, si on l'appelle général, le gouvernement doit les reconnaître général. Si on l'appelle caporal, qu'il ait étudié ou pas, le gouvernement doit les reconnaître caporal. C'était dans l'accord. Article 14. Une mise en place d'une commission d'enquête afin de poursuivre les militaires de la FARDC qui ont commis des crimes. Tous les militaires de la FARDC qui ont commis des crimes devraient être poursuivis par les M23 parce qu'ils étaient déjà dans les institutions. Et on devrait créer une commission d'enquête pour commencer à arrêter tous les militaires. À ce moment-là, on pouvait arrêter n'importe quel militaire. Si on trouve que tu es un peu bavard, on t'arrête. On peut créer n'importe quelle raison. Mais en fait, il y avait toute une commission qui était créée pour arrêter tous les militaires FARDC qui avaient commis des crimes. Peut-être qui étaient en guerre contre le M23, qui s'opposaient au M23. Et alors, regardez maintenant cet article, je suis c'est le dernier. Le gouvernement accepte d'amnistier les combattants du M23 pour faciliter la réconciliation. C'est-à-dire, on arrête les FARDC et en même temps, on amnistie les M23 pour permettre la réconciliation. 8 ans plus tard, en 2021, le groupe s'est reconstitué et fait son grand retour, qui s'accentue en 2022 avec la prise de la ville de Bunagana, frontalier de l'Ouganda. Début 2024, soutenu par les Rwandais, le M23 attaque dans les Nyiragongo et les Masisi à proximité de la ville de Goma, ce qui provoque d'importants déplacements des populations. Les combats opposent les combattants du M23 à des groupes armés, se disant patriotes congolais, les Wazalendo. La MONUSCO affirme également que l'armée rwandaise utilise des monte-passes d'un système anti-aérien mettant en danger tout aéronef survolant la zone d'opération. Pourtant, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait montré en détail en 2012 que le M23 bénéficiait d'une assistance directe à la création du M23 à partir du territoire rwandais, du recrutement effectué par les forces rwandaises de défense pour les comptes du M23, d'un appui logistique des forces rwandaises de défense au M23, des implications directes des responsables rwandais de haut rang dans la mobilisation de l'appui au M23, soutien du Rwanda à des personnes visées par des sanctions, notamment le général Bosco Ntaganda.
Malgré ça, le gouvernement rwandais a catégoriquement nié les allégations selon lesquelles le Rwanda soutiendrait le M23, quand bien même il y a des preuves. C'est alors que le président Félix Tshisekedi, l'actuel président de la RDC, accuse à son tour le 15 juin 2022 le Rwanda de soutenir le M23. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces rebelles ne sont pas seulement à la base de la guerre, mais aussi au pillage des minéraux et à l'exploitation minière illégale dans les régions situées à l'est de la RDC. La région possède une abondance de minéraux tels que le cuivre, le cobalt, le zinc, le manganèse, l'or, l'uranium, le germanium, etc. Depuis la fin du XXe siècle, le tantal est devenu le minerai le plus recherché pour la fabrication d'appareils électroniques, attirant des milliers de creuseurs vers la région du Kivu. La ruée vers le tantal a duré de 1999 à 2001 avant que les prix ne chutent. Cependant, l'exploitation minière s'est adaptée en se concentrant sur d'autres minéraux de la région pour rester compétitive sur le marché mondial. Les minéraux sont acheminés vers des villes de l'est du Kivu ou au Rwanda, souvent par des moyens de transport rudimentaires comme les portages humains dans des zones inaccessibles par la route. Les villes servent ensuite de points de connexion entre les exploitations minières et les grandes entreprises internationales. Cependant, les contrôles armés entre les mines et les villes échappées à l'État laissent place à l'influence des milices locales qui imposent leurs propres lois. Le coltan, un minerai utilisé dans la fabrication d'appareils électroniques, est la principale ressource pillée. Selon le sénateur Père Sampol, cette guerre à l'est du Congo est en réalité motivée par le contrôle des ressources naturelles par des grandes entreprises occidentales et américaines. C'est juste au moment où le Congo a essayé d'établir des contrats commerciaux avec la Chine pour exploiter le cuivre et le coltan, avec des contrats beaucoup plus avantageux pour le Congo que les multinationales, avec la complicité des grandes puissances internationales, ont provoqué ces conflits. Les groupes armés, qu'ils soient militaires ou rebelles, exploitent ces ressources pour les bénéfices des multinationales occidentales, se transformant en milices contrôlant du territoire minier. Les grandes puissances internationales fournissent des armes aux belligérants locaux et financent indirectement les conflits en achetant des produits de l'exploitation des ressources naturelles contrôlés par les groupes armés en conflit. Le Rwanda exploite les tensions intercommunautaires en utilisant les groupes Tutsi, favorisant ses propres entreprises dans l'exploitation du coltan grâce à sa supériorité militaire. Même après les retraits des troupes rwandaises en 2003, les minéraux étaient encore transportés à Kigali, alimentant ainsi l'armement rwandais. Pendant la CAN, avant d'affronter la Côte d'Ivoire en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, les joueurs de la RDC ont fait un geste de soutien aux victimes du conflit armé dans l'est du pays. La main droite sur la bouche, la main gauche comme un pistolet sur les tempes, lors de la division de leur hymne avant le coup d'envoi de la demi-finale des Coupes d'Afrique des Nations. Contre la Côte d'Ivoire, les joueurs de la RDC ont réalisé un geste de soutien pour leurs compatriotes victimes du conflit entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23 dans l'est du pays. Dans toute cette histoire, il faut tout simplement retenir qu'ils nous font la guerre à cause de notre richesse. Que Dieu nous aide et qu'il bénisse la République démocratique du Congo ainsi que ses dirigeants. Si la vidéo vous a plu, je vous invite donc à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et dites-moi dans les commentaires de quel sujet voudriez-vous que j'aborde prochainement. Merci et au revoir.